Allez, on corrige ici l'exercice de chimie de l'épreuve de bac 2018, sujet du Liban, avec un sujet qui sent bon la truffe. On commence facilement par une question où on vous demande un calcul de pH, sachant qu'on vous donne la concentration en ion oxonium juste au-dessus. Il faut que l'on se rappelle ensemble de la formule qui permet de calculer le pH. Je vous rappelle que le pH, c'est une traduction logarithmique de la concentration, pardon, une traduction logarithmique de la concentration en ion oxonium. L'espèce H3O+, l'ion oxonium, on symbolise sa concentration ici en la mettant entre crochets. Le pH, c'est une traduction logarithmique. La formule, c'est pH égale moins log de la concentration en ion H3O+. Application numérique directe, puisque on vous donne la concentration juste au-dessus. On fait pH égale moins log de 1,25 fois 10 puissance moins 8, ce qui nous donne 7,90. On prendra soin ici pour notre application numérique d'exprimer le résultat avec 3 chiffres significatifs, puisque ici vous avez 1, 2, 3 chiffres dans la donnée. Ensuite, on attaque sur les diagrammes de prédominance dans cette question 2. On vous demande un axe de gradué, des zones de pH, domaine de prédominance. Donc, on remonte un petit peu plus haut de ces 1, 2, 3 espèces. Et on remonte un petit peu plus haut pour voir ici les pK de ces deux différents couples qui sont ces deux couples liés par une espèce en commune qui est l'ion H3, HCO3-, l'ion hydrogénocarbonate. Ben alors, faisons ce diagramme de prédominance. Ici, on va utiliser différentes couleurs. On le rappelle, on vient de le voir tout à l'heure. Diagramme de prédominance, la forme basique prédomine à pH haut, la forme acide prédomine à pH bas. Premier couple, le couple CO2H2O, forme acide, couple acide/base, et forme basique HCO3- avec un pK de 6,4. Ben, traçons-le. Le pH de 6,4 est là. Attention, c'est un axe gradué en pH. En dessous de 6,4, on aura la forme CO2, H2O. On reviendra un petit peu plus tard sur cette notation qui était, à mon avis, un petit peu le, pas le piège, mais le côté un petit peu plus difficile de ce sujet, cette notation-là. Forme basique HCO3-. On va faire pareil pour l'autre couple. L'autre couple qui est HCO3- hydrogénocarbonate et ion carbonate CO3- avec, pardon, j'ai pas vu, un pK de 10,3. À pH 10,3, on aura autant de forme acide que de forme basique. En dessous, on a la forme acide, hydrogénocarbonate, HCO3-. Au-dessus de 10,3, on a la forme basique, déprotoné, CO3-. Revenons à notre question parce qu'elle n'est pas terminée. En déduire l'espèce prédominante dans la solution aqueuse de sol préparé, c'est-à-dire celle-ci, où on vient de calculer un pH de 7,90. Donc notre pH de 7,90, on va se situer là. La forme qui prédomine, c'est donc la forme sous forme hydrogénocarbonate.
Et puis, ce résultat est-il cohérent avec le résultat, avec l'équation de réaction 1? Ben oui, c'est tout à fait cohérent puisqu'on montre dans cette équation que cette équation mène à la formation d'ions hydrogénocarbonate. Passons maintenant à cette seconde partie. Cette seconde partie qui était un peu plus sèche et un petit peu plus compliquée, sèche en termes de questions, beaucoup moins guidée. Donc là, comme d'habitude, faites l'inventaire de toutes les données. Et j'ai oublié de le préciser sur le sujet précédent, si vous n'arrivez pas à la fin du calcul, au moins commencez à noter. Et c'est donc la démarche qui peut être notée plus que le résultat final. Donc, essayez de faire des petits bouts de calcul, même si vous n'arrivez pas à rassembler toutes les pièces du puzzle, au moins la démarche peut être valorisée. J'efface ici, on va revenir, on va afficher l'équation de la réaction qui se produit quand ici je mets mon sol plus ou moins calcaire. Je vais verser de l'acide chlorhydrique concentré et il se produit un dégagement gazeux. Dans cette équation-là, essayons de voir comment on modélise cette réaction par cette équation-là. On a notre sol calcaire qui est là, avec l'espèce CaCO3, qui est le carbonate de calcium. H3O plus Cl-, c'est notre acide chlorhydrique. Il va se former, c'est ce qu'on voit ici, ce fameux dégagement gazeux. On vous dit qu'on a un dégagement gazeux de 72 millilitres. On a mis une masse de sol calcaire de 1,2 g ici. Et il se produit ce dégagement gazeux là, dans cette éprouvette graduée. 72 millilitres, on l'a dit ici, pardon, je me répète. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça, on vous donne une information sur le volume molaire. Une mole de gaz, c'est 24,1 litres. Ok, première question. On vous demande de justifier l'emploi d'un acide chlorhydrique introduit en excès. Eh bien ça, on va raisonner sur ce qu'on sait des tableaux d'avancement. Ok, tableau d'avancement. Ici, à x égale 0. On va introduire, il y a dans mon échantillon une quantité de matière en carbonate de calcium que je vais noter N0. Si je mets ici en excès l'acide chlorhydrique, ici pour l'instant il n'y a pas de dégagement gazeux. Si je mets en excès, eh bien c'est c'est le carbonate de calcium qui sera le réactif limitant. Donc du coup, lorsque la réaction sera terminée au X final qui est le X max, puisqu'on le voit ici avec cette simple flèche, la réaction est totale. Il ne me restera plus de carbonate de calcium, on sera toujours ici en excès, si cet excès était suffisamment large, ou alors, et ici on aura formé une quantité N0 de CO2. Donc finalement, en procédant ainsi, on part sur une donnée intéressante, finalement, que la quantité initiale de carbonate de calcium contenue dans l'échantillon, elle est égale à la quantité de matière de CO2 gazeux qui a été dégagée. Bien ça va nous aider à faire la question numéro 2 où on vous demande la quantité de calcaire dans le sol étudié si elle convient à la culture. Ok.
qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? Déjà, on va pouvoir calculer la quantité de matière de carbonate de calcium, que j'ai noté ici N0. Qu'est-ce que c'est qu'un sol adéquat en termes de calcaire? Vous avez l'information qui est ici. On vous dit que le pourcentage massique doit être compris entre 20 et 60%. En pourcentage massique, on nous a dit ici que la terre, l'échantillon de sol était de 1,2 g. Il me suffit de calculer la masse de carbonate de calcium et de faire un ratio pour avoir le pourcentage massique. Ok, c'est parti pour ce calcul. Déjà, on vous parle de volume molaire. Le volume molaire, VM, il est de 24,1 litres de gaz, le volume molaire des gaz, par mol de gaz. Ainsi, bien, la quantité de matière de gaz, de CO2, ça sera le volume de CO2 divisé par le volume molaire. Ici, il faut qu'on mette le volume en litres, divisé par des litres par mol. On retrouve bien ici, on est homogène sur le plan des unités, une quantité de matière en mol. La quantité de, donc ici, la quantité de matière de CO2, je mets ainsi et seulement si, j'aligne mes signes égales, et ici on a le volume de CO2 divisé par le volume molaire qui est égal à N0. Nous, ce que l'on cherche, c'est la masse de carbonate de calcium. La quantité de matière en carbonate de calcium, ça va être la masse de carbonate de calcium, CaCO3, divisé par la masse molaire du carbonate de calcium, CaCO3. Ainsi, je remets ainsi et seulement si, la masse de carbonate de calcium dans mon échantillon, elle sera égale au volume de CO2 dans l'éprouvette divisé par le volume molaire qui est de 24,1 fois la masse molaire du carbonate de calcium que l'on vous indiquait ici, 100,1 g par mol. Un petit peu trop vite. Ok, on va continuer notre calcul ici. Ça, on peut s'en débarrasser. Voilà. Donc, je fais mon application numérique. La masse de carbonate de calcium, celle qui nous intéresse pour pouvoir calculer le volume massique, ça va être le volume de CO2, 72 millilitres, 72 10-3, divisé par 24,1 fois la masse molaire, 100,1. Une petite précision au niveau des chiffres significatifs. Ici, cette donnée, elle est avec 3 chiffres significatifs. Cette donnée-là, elle a uniquement 2 chiffres significatifs. Cette donnée a 3 chiffres significatifs. Il va falloir que j'écrive un résultat avec seulement 2 chiffres significatifs. Donc, si je fais mon calcul, c'est-à-dire 72 10-3, divisé par 24,1 divisé par 101 .
on se retrouve ici avec comme résultat, pardon, je me suis trompé dans le calcul, voilà, qui est mieux, comme résultat brut affiché par ma calculatrice, 0,299, 0, 5. Alors évitez d'écrire ce genre de résultat, c'est très très mal vu. On a parlé des chiffres significatifs, il faut qu'on tronque notre résultat final avec seulement 2 chiffres significatifs. Les zéros avant le nombre ne comptent pas, ne sont pas des chiffres significatifs, donc on s'arrêtera ici. Bien entendu, on va tronquer, on va arrondir au plus proche, ce qui me fait 0,30 grammes. Calculons maintenant, on va changer de couleur, j'espère que ma feuille n'est pas trop brouillon, le pourcentage massique qui est de 0,30 divisé par 1,2. Là aussi, vous voyez que cette donnée est donnée avec 2 chiffres significatifs. Si je fais 0,30 sur 1,2, ça me donne 25%. Et donc, revenons à notre sujet qui nous dit que pour la culture de la truffe, il faut un pourcentage massique en calcaire entre 20 et 60%. On vient de calculer 25%. Donc, ce sol va parfaitement convenir. Pardon, excusez-moi, petit flashback, je viens de me rendre compte que j'avais oublié ces 2 questions ici, là, question 1.3 et 1.4. On va les traiter maintenant. Ici, on vous demande d'écrire une réaction acido-basique, donc il faut qu'on fasse le point là-dessus. Pour un couple acide-base que l'on va noter AH/A-, acide et sa base conjuguée, on écrira toujours de la même manière AH plus H2O donne, alors attention, si c'est une réaction totale, un acide fort, on mettra une simple flèche. Si c'est une réaction non totale, équilibrée, donc, on mettra une double flèche. AH plus H2O donne A-, la base conjuguée, plus H3O+. Ce qui modélise le fait que quand l'acide arrive dans l'eau, il perd son proton pour fournir un ion oxonium et donc augmenter l'acidité du milieu. Faisons la même chose ici avec le couple qui nous intéresse. Le couple qui nous intéresse, puisqu'on vous parle de CO2H2O qui arrive dans l'eau, c'est l'acide de ce couple-là. La base conjuguée, c'est HCO3-. Donc finalement, si je réécris ce couple, CO2, H2O. Ça, c'est l'acide du couple. C'était ici, je pense, la petite difficulté. Sur cette écriture-là, qui est rigoureuse sur le plan scientifique, puisque CO2 est gazeux. Mais en fait, c'est peut-être un peu plus simple de le voir de cette manière-là. La formule brute de CO2,H2O, ben, ça nous donne H2CO3. Ce qui montre que CO2,H2O, le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, est en fait un diacide. Il va pouvoir se déprotoner 2 fois. Je reviens à mon couple. CO2H2O ou H2CO3. La base conjuguée HCO3-. Faisons la même chose ici. Donc l'acide du couple CO2,H2O plus H2O donne, attention avec une double flèche puisque c'est un acide faible, la base conjuguée A-, qui ici est HCO3-, plus H3O+. Ça, c'était pour la question 1.3.
Question 4. Elle est ici. Expliquez comment évoluerait le pH si la quantité de dioxyde de carbone dissous venait à augmenter. Eh bien, plus on va avoir de dioxyde de carbone dissous, donc si CO2, dioxyde de carbone dissous, CO2,H2O augmente, eh bien, la concentration en ion H3O+, va augmenter. Donc, si la concentration augmente, le pH diminue et donc le sol devient de plus en plus acide. Voilà pour ces questions 1, 3, 1, 4. Et on va maintenant passer à la suite, à la partie 3, la teneur en cuivre du sol. Allez, dans cette dernière partie du sujet, on va essayer de déterminer la teneur en ion cuivreux d'un échantillon de sol. On se doute en voyant ça, mesure d'absorbance, que on va passer par un dosage, par la loi de Weber-Lambert et par courbe d'étalonnage. Mais avant ça, donc pour faire ce dosage, on a besoin d'une série de solutions étalons avec des concentrations préalablement réglées. Et la première question qui vous est posée, c'est de proposer une liste de matériel et un protocole pour réaliser une solution en particulier la solution S3. Au niveau des informations que l'on a, c'est qu'on part d'une solution mère de solution C0, 1, 10, moins 2 mol par litre, et qu'on doit arriver à une solution fille de concentration 5, 10, moins 3. Allez, petit rappel maintenant sur les dilutions. On est ici, je vous ai schématisé ça. On a une solution d'ion cuivreux qui est relativement concentrée, qui est à 0,01 mol par litre. Et on doit passer à une solution fille à 0,005 mol par litre. Et bien pour faire cette dilution, la première chose à voir, c'est que pour passer... Laissez-moi retrouver mon stylo. Il est là. Pour pouvoir passer de cette solution mère C0 à cette solution fille, eh bien, on a un facteur de dilution de 2. C'est-à-dire que on va diviser par 2 la concentration, passer de 0,01 à 0,01 à 0,005. Pour faire une dilution par 2, comment est-ce qu'on va procéder? Déjà, on aura besoin dans notre liste de matériel d'une fiole jaugée. Et on va prélever un certain volume. On va le prélever avec une pipette jaugée. Un certain volume de solution fille qu'on va prélever à la pipette jaugée ici, que je dessine en live pas très bien, avec notre poire à pipeter que je m'abstiens de dessiner. Une pipette jaugée, on en prélève un certain volume de cette solution mère que l'on va placer dans la fiole jaugée. Donc de là, on l'amène dans la fiole jaugée. Et cette solution mère est donc très concentrée. Et ensuite, on va rajouter de l'eau jusqu'au trait de jauge. Attention, on fait une lecture au bas du ménisque. Et en rajoutant de l'eau, on va diluer, on va obtenir une solution moins concentrée. Solution mère, on en prélève un certain volume. On complète avec de l'eau pour aboutir à la solution fille qui est moins concentrée. On a dit
de la solution mère à la solution fille, le facteur de dilution doit être de 2. C'est-à-dire qu'on doit respecter un volume, un rapport de volume de 2. Ainsi, si j'ai pris une fiole jaugée de 50 ml, eh bien, je devrais prélever avec ma pipette jaugée un volume de solution mère de 25 ml pour respecter ce facteur de dilution de 2. Si j'avais pris une fiole jaugée de 100 ml, j'aurais été obligé de prélever à la pipette jaugée un volume de 50 ml. Voilà comment on va réaliser avec notre dilution. Je fais le point avec vous sur le matériel et je vous laisse écrire le protocole. Il me faut un bécher pour tenir la solution mère, une pipette jaugée de 25 ml et une fiole jaugée de 50 ml. Allez, c'est parti pour cette question où on vous demande de déterminer la concentration molaire anion cuivreux. On se doute qu'on va avoir à faire une courbe d'étalonnage. D'ailleurs, avec le sujet, il vous était fourni du papier millimétré. Alors, vous avez peut-être envie de tracer votre graphique à la main et puis de reporter cette valeur-là pour découvrir la concentration. Ça, c'est relativement simple, entre guillemets. Je vais vous montrer une autre manière de procéder qui est beaucoup plus rigoureuse sur le plan scientifique. Et puis surtout, qui, quand on maîtrise un petit peu la calculatrice, est plus rapide. Allez, feu, c'est parti pour cette droite d'étalonnage à la calculatrice. On a l'absorbance, on a la concentration. Quel graphique est-ce qu'on va tracer? On va tracer le graphique de l'absorbance A en fonction de la concentration. A égale F de C. Ce petit boulot là à faire dans un coin de la marge ou sur le papier brouillon, à faire de manière indispensable surtout pour ne pas vous tromper. Vous dites absorbance en fonction de concentration, donc feu, en se rappelant, à part si vous avez une TI Inspire où on peut choisir, que l'axe des ordonnées par défaut c'est la liste 1, l'axe des abscisses, et l'axe des ordonnées c'est la liste 2. Faites toujours, c'est mon gros conseil, ce petit travail avant de vous lancer bien tête sur votre calculatrice. On a notre tableau ici avec nos absorbances de solutions étalons. Elles sont là. On va rentrer en liste 2 l'absorbance, en liste 1 la concentration. Allez, j'ai sorti ici ma calculatrice. On va dans le menu Stat, modifier. J'ai rentré, comme vous pouvez le voir, dans liste 1 la concentration, dans liste 2 l'absorbance. Si je fais graphe, ici le zoom n'est pas forcément bien réglé. Vous avez le zoom 9, zoom stat, automatique pour ce mode-là. On voit qu'on a quelque chose de linéaire. C'est important pour voir si on ne s'est pas trompé sur un point. Quelque chose de linéaire, c'est normal, c'est la loi de Beer-Lambert. Et on va obtenir cette équation, l'équation de cette droite, au travers d'une régression linéaire. Alors je vais dans stat, calc, régline AX plus B. Je mets en X la liste 1, très bien en Y la liste 2, pas de liste de fréquence qui donne des populations pour chacun. Et surtout, je peux lui dire d'enregistrer, alors c'est sur les TI-83 Premium, d'enregistrer l'équation de la régression dans f de x pour la retrouver sur mon graphique. Donc je vais aller dans var pour trouver, pour l'enregistrer dans y1, var y, fonction, très bien, y1. Donc je lui dis de faire ma régression linéaire, notre régression linéaire entre L1 et L2, et j'enregistre le résultat dans y1.
on calcule. Et ça, on va noter ce résultat-là. Y égale 10,41 plus X moins 0,02. Ok, très bien, je note ça. Je peux tracer le graphique. Ici, si je vais dans f de x, que je règle la couleur ici en rouge. Ok, je retrace mon graphique. Voici mes points expérimentaux. Ma droite modèle, ma régression linéaire, et que on va maintenant exploiter. Donc, vous pouvez écrire sur votre copie que vous avez fait ce travail-là, vous avez obtenu ces points, celui-là était un petit peu en dessous. La droite modèle, elle est ici. Et puis, vous avez obtenu comme équation de régression y égale 10,41 fois x moins 0,02. Traduisons maintenant cette équation de régression en une formule de physique. En y, on a l'absorbance. C'est égal à 10,41 fois x, qui est la concentration. L'ordonnée à l'origine, ça c'est, vu qu'on a une relation algébrique qui est linéaire, elle doit passer par 0. Elle ne passe pas exactement par 0 à cause des incertitudes de mesure. J'ai établi l'équation ici. L'absorbance, je l'entoure, c'est sans unité, et je mets les unités, pardon, l'absorbance est sans unité. La concentration est en mol par litre. Et dans le sujet, on vous disait que l'absorbance de notre solution était de 0,035. Donc du coup, je vais pouvoir me servir de cette équation que je viens d'établir pour calculer la concentration. De là, on a une absorbance de 0, pardon, j'ai oublié la donnée, 0,035, qui est égal à 10,41 fois la concentration, si et seulement si la concentration en ion cuivreux, elle est égale à 0,035 sur 10,41. Je fais ce calcul-là. 0,035 divisé par 10,41, j'obtiens une concentration de 3,36 de 1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Très bien. Attention, vous voyez ici, ce résultat-là est donné avec deux chiffres significatifs. De même que nos concentrations 1,0, 2,0, elles sont données avec deux chiffres significatifs. Les absorbances aussi. Mon résultat final, je l'écrirai avec deux chiffres significatifs. La concentration, l'anion cuivreux, elle est égale à 3,4 10-3 mol par litre, ce qui me fait 0,034 mol par litre. Et on a réglé cette question de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus rigoureuse que si on avait tracé nous-mêmes une courbe à la main. Allez feu, c'est parti pour la dernière question où à partir de la concentration molaire que l'on vient de vous donner, on vous demande de calculer la concentration massique du sol. Pour passer de cette concentration molaire à cette concentration massique, donc concentration molaire de 0,0034 mol par litre, on va devoir connaître la masse molaire du cuivre. Elle est ici. La masse molaire du cuivre est de 63,5 grammes par mol. C'est parti. Donc, on va écrire que
la concentration massique. Elle est égale à concentration massique. Elle est égale à la concentration en ion cuivreux fois la masse molaire du cuivre. Ce qui nous donne, si je reprends le résultat brut précédent, j'avais 0,0036, 2, 1, 5, 7, 8, etc. fois 63,5 grammes par mol. Si je fais ce calcul-là, on tombe sur 0,21349 grammes par litre. Ça, c'était une concentration qui était donnée pour 500 grammes de sol. On y retourne pour voir où est-ce qu'on nous le dit. Ici, on a une masse de sol de 500 grammes. Et donc, pour 500 grammes de sol, alors que, les concentrations qui vous sont données ici, si je retrouve, voilà, les concentrations qui vous sont données ici, elles sont par ces déteneurs par kilogramme de sol. Et on vous dit d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas dépasser 100 mg d'ion cuivreux par kilogramme de sol. Donc déjà, là on voit qu'on dépasse. On a trouvé, mais on va compléter ça de manière un petit peu plus rigoureuse. Donc ici, on a pour 500 grammes de sol 0,213 g d'ion cuivreux, ce qui fait que pour 1 kg, je multiplie par 2, la concentration massique du sol sera de 0,426, 0,426, 9, etc. Grammes par kilogramme de sol. Attention, toujours notre petit travail sur les chiffres significatifs. Notre donnée de base, ici, elle est exprimée avec 2 chiffres significatifs. Il faut donc que l'on ait un résultat, ici, avec 2 chiffres significatifs. J'arrondis au plus proche. C'est pour ça qu'on écrira comme résultat 0,43 g par kilo de sol, ce qui nous fait 430 mg par kilo. On voit qu'on dépasse très très largement la dose admissible.